Est-ce que tu as déjà eu cette expérience en séance? Tu es là, tu écoutes ton client et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être que tu te mets à parler plus vite. Peut-être que tu sens une fatigue qui tombe d'un coup. Peut-être même que tu réalises que tu t'es absenté quelque temps, sans savoir exactement combien de temps. Et là, il y a une petite voix qui te dit: putain, mais c'est quoi ce truc? Je suis censée être le ou la praticienne ici. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de ça. Pas pour te faire sentir en faute, pas pour dresser une liste de ce que tu fais mal, mais parce que comprendre ce qui se passe vraiment, c'est ce qui fait évoluer ta pratique. Donc aujourd'hui, on va parler des glissements de posture. Ces moments où, sans t'en apercevoir, tu quittes ta place de praticien, de praticienne, où quelque chose en toi prend le dessus, ton histoire, ton système nerveux, tes besoins, et ça commence à piloter la séance à ta place. Et je vais te dire quelque chose d'emblée. Tous les praticiens glissent, moi y compris, toi aussi. Et ce n'est pas le problème. Le problème, le seul vrai problème, c'est de ne pas le voir. Un glissement, ce n'est pas une faute professionnelle. C'est avant tout une information. C'est ton système nerveux qui dit quelque chose. C'est ton histoire personnelle qui frappe à la porte de la séance. C'est une partie de toi qui n'a pas encore été travaillée et qui cherche à se résoudre, souvent via ton client. Et des glissements, il y en a de toutes sortes. Il y a des glissements du corps, quand tu absorbes les sensations de l'autre, sans t'en rendre compte, quand tu sors d'une séance épuisée, sans raison apparente, quand tu te figes face à une émotion intense. Il y a les glissements du cœur, le contre-transfert non nommé, la fascination pour un client, la pitié qui se déguise en compassion, l'agacement que tu mets sur le compte de lui ou d'elle alors qu'il t'appartient. Il y a les glissements aussi du besoin de résultat, l'urgence de réparer, de faire, d'avancer, d'être validé en fin de séance. Est-ce que c'était bien ce que j'ai fait? Mais qui a vraiment besoin de cette réponse-là? Il y a les glissements d'identité, le syndrome de l'imposteur, la rigidité du protocole comme armure, l'effacement de ta propre voix. Je ne vais pas tous les passer en revue aujourd'hui, il y en a des dizaines. Ce que je veux faire avec toi, c'est te donner une manière de les lire. Alors voilà ce que personne ne te dit franchement en formation. La présence incarnée, ça ne s'acquiert pas une bonne fois pour toutes. Non, on ne coche pas une case. On ne sort pas d'un stage de 5 jours en disant ça y est, j'ai la posture. Non, la présence, c'est quelque chose qu'on cultive, qu'on perd, qu'on retrouve, qu'on perd encore. Parce que toi aussi, tu es traversé par tes émotions, par ta fatigue, par les nouvelles du monde, par une conversation difficile avec ton conjoint ce matin, par une phrase que ton père t'a dite il y a 20 ans et qui refait surface quand un client évoque le sien. Tu n'es pas une machine à présence pure, tu es un être humain qui accompagne d'autres êtres humains avec toute ton histoire dans le bagage. Et c'est exactement pour ça que les glissements sont inévitables. Donc la question n'est pas est-ce que je glisse? La question est est-ce que je peux le voir? Est-ce que j'ai un espace pour y revenir? Alors concrètement, comment on fait? La première chose, il faut apprendre le langage de ton propre corps en séance. Parce que les glissements, avant d'être dans ta tête, ils sont dans ton corps. Ton corps le sait avant toi. Tu parles trop vite, c'est un signal. Tu sens une fatigue soudaine qui tombe, c'est un signal. Tu te retrouves à hocher la tête, mais tu n'es plus vraiment là, ça aussi, c'est un signal. Tu sens un agacement que tu n'arrives pas à justifier, encore un signal. Ces signaux ne sont pas des problèmes, ce sont des portes d'entrée vers toi-même. La pratique, c'est d'apprendre à les nommer. D'abord après la séance, puis progressivement pendant. Là, à ce moment-là, quelque chose s'est passé dans mon corps. Qu'est-ce que c'était? La deuxième chose, c'est poser la bonne question après chaque séance. La question, c'est pas est-ce que c'était une bonne séance, mais plutôt à quel moment est-ce que j'ai glissé? Qu'est-ce qui l'a déclenché? À quoi ça me renvoie dans ma propre histoire? Et ce n'est pas de l'autoflagellation, hein, d'accord? C'est de la cartographie.
Tu fais une carte de toi-même en tant que praticien, praticienne. Et plus la carte est précise, plus tu peux naviguer. La troisième chose, et celle-là, elle est importante, arrête de te juger pour ce que tu découvres. Parce que le glissement, le plus dangereux de tous, c'est peut-être celui-là. Se condamner dès qu'on voit quelque chose de pas parfait dans sa pratique. L'autocritique excessive, c'est aussi un glissement. Ça te sort de ta posture autant que les autres. Alors maintenant, je veux dire quelque chose qui m'a pris du temps à vraiment intégrer. Les glissements que tu vis, le plus souvent, les plus récurrents, les plus chargés, ils dessinent la carte de ton travail personnel restant à faire. Le praticien qui se fige systématiquement face à la colère de l'autre, il y a quelque chose là, quelque chose à aller voir. Celui ou celle qui ne peut pas supporter les séances sans avancer, il y a aussi quelque chose là. D'accord? Celui qui donne, donne et donne, ne sait pas s'arrêter. Cette générosité, là, a une racine et elle mérite d'être explorée. Pas pour être supprimée, mais pour être libérée du compulsif. Donc les glissements ne sont pas tes ennemis. Ils sont tes meilleurs indicateurs cliniques sur toi-même. Traite-les comme tu traiterais un signe chez ton client, avec curiosité et sans verdict. Alors on fait quoi avec tout ça? Eh bien, deux choses. Deux choses non négociables, à mon sens, pour une pratique saine sur le long terme. La première, c'est la supervision régulière. Pas comme une obligation administrative, pas comme une validation externe que tu cherches pour te rassurer, mais comme l'espace où tu déposes ce que tu portes pour pouvoir continuer à être présent ou présente. Tu offres de la co-régulation à tes clients. Toi, qui te co-régule? La supervision, c'est ça. C'est l'espace où tes glissements peuvent être vus sans honte, avec du recul, par quelqu'un qui connaît ce terrain-là. Et je vais être direct, hein, les praticiens qui travaillent sans supervision font du bon travail malgré eux. Ceux qui travaillent avec supervision font du bon travail grâce à eux. La deuxième chose, c'est une hygiène quotidienne en toute autonomie. Parce que tu ne peux pas attendre la supervision pour prendre soin de ta présence. Ça peut être très simple, hein, vraiment simple. Avant une séance, un ancrage. Sentir tes pieds, ta respiration. Te demander est-ce que je suis là, moi, maintenant. Après une séance, un rituel de sortie, quelques souffles longs, une agitation physique légère. Laver les mains avec l'intention de poser ce que tu as porté, par exemple. Entre deux séances, 3 minutes. Pas de séance qui se touche. 3 minutes pour revenir à toi. Et régulièrement, pas forcément souvent, mais régulièrement, quel client t'active? Quelle séance te laisse vide? Quel thème tu n'arrives pas à aborder? Cette carte-là, c'est ta boussole. La posture du praticien n'est pas un état qu'on atteint. C'est une pratique vivante. On la construit, on la perd, on la retrouve, on la raffine. Et c'est précisément pour ça qu'elle reste vivante. Le jour où tu crois l'avoir définitivement, c'est souvent le jour où tu as le plus glissé sans t'en apercevoir. Alors reste curieux, curieuse, reste en mouvement et continue d'avoir des espaces pour voir. C'est tout ce qu'on te demande.